Claude Gueux de Victor Hugo est un texte profondément politique. Victor Hugo y défend une certaine vision de la justice, de la société et de l'être humain. Bref, il y défend sa vision. Et c'est justement ce qui rend ce texte intéressant. Mais gardez bien une chose en tête. Comprendre un texte, ce n'est pas forcément être d'accord avec lui. On peut adhérer à certaines idées, en rejeter d'autres, débattre, nuancer. L'important finalement, c'est de réfléchir à ce que dit l'auteur et à ce que cela éveille en nous, voire, pourquoi pas, à ce que cela révèle aussi de notre propre vision de la justice. Je vous laisse avec l'analyse de Claude Gueux. Je suis un voleur et un assassin. Mais pourquoi ai-je volé? Pourquoi ai-je tué? Bam! Ces mots, lancés en pleine cour d'assises, posent direct le décor de l'analyse d'aujourd'hui. On se retrouve face à l'ambiguïté morale d'un homme qui admet froidement ses crimes. Mais en posant ces deux petites questions, il force la société tout entière à se regarder dans le miroir. Comment on en arrive à commettre l'irréparable? C'est exactement ce qu'on va découvrir. Plongeons donc dans ce décryptage du texte percutant de Victor Hugo paru en 1834. L'idée ici, c'est de comprendre comment ce génie de la littérature s'est emparé d'un fait divers assez sordide, une histoire vraie qui a fait les gros titres de l'époque, pour la métamorphoser en un réquisitoire implacable contre le système pénal et la misère sociale. Au programme de cette présentation, on commence par ce fameux fait divers devenu roman, on enchaînera avec le duel au cachot, puis le procès de la société, l'éducation face à la misère, et on terminera par le grand combat pour l'abolition de la peine de mort. Allez, c'est parti. Première étape de notre parcours, un fait divers devenu roman. Pour bien ancrer les choses dans la réalité, il faut réaliser que ce texte est sorti des presses en 1834, c'est-à-dire à peine 2 ans après la décapitation du vrai Claude Gueux, dans la ville de Troyes. L'affaire était encore fraîche dans toutes les mémoires. Hugo a littéralement bondi sur l'actualité pour frapper un grand coup pendant que l'émotion était vive. Et c'est là qu'opère toute la magie du récit réaliste. Dans les archives historiques, le vrai Glandaire, c'était un profil complexe, un habitué des prisons, plutôt frondeur. Mais sous la plume de Hugo, ça devient un martyr romantique, une victime noble, qui ne vole que pour une seule raison, sauver sa famille, qui, en plein hiver glacial, n'a plus ni feu ni pain. En fait, l'auteur retouche la réalité pour qu'on s'attache viscéralement à cet ouvrier acculé par la faim. L'engrenage chronologique est redoutable. Ça commence par ce vol de survie. Ensuite, direction la prison centrale de Clairvaux. Là, il rencontre Albin, qui partage sa maigre ration avec lui et devient son ami indispensable. Puis vient la séparation, purement gratuite et cruelle, orchestrée par le directeur Monsieur Desclaudes. Essaie de négocier, finit par poser un ultimatum, et l'escalade mène inévitablement au meurtre sanglant du directeur. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le duel au cachot. Faisons un zoom sur la psychologie glaçante qui se joue dans les couloirs étouffants de Clairvaux. L'auteur tire les ficelles pour diriger notre empathie. D'un côté, on a Claude, charismatique, stoïque, un vrai leader que tous les autres détenus écoutent, un peu comme un roi en cage. Et de l'autre, le directeur, un tyran mesquin, autoritaire, qui déteste Claude, justement pour sa popularité. Les sources le disent bien, l'amour que portent les esclaves est toujours doublé de la haine des maîtres. C'est explosif. La communication va donc se désintégrer de manière méthodique. D'abord, Claude demande très poliment le retour de son ami Albin. Le directeur l'ignore ou s'en moque. Face à ce mur de mépris, Claude fixe un délai ferme, tout en gardant un sang-froid absolu. Et le directeur, il balaye cette menace avec dédain. Il sous-estime complètement, mais alors fatalement, la détermination de son prisonnier. La tension grimpe jusqu'à cette phrase vertigineuse. « Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Je vous donne jusqu'au 4 novembre. » Le compte à rebours est lancé. La prison retient son souffle. Et le 4 novembre, après un ultime refus condescendant, c'est l'explosion. Claude sort une hache et abat le directeur devant 80 détenus pétrifiés, avant de retourner une petite paire de ciseaux contre lui-même. Troisième temps de notre réflexion, le procès de la société. On quitte le huis clos de la prison pour rentrer au tribunal. Et là, le drame personnel devient une affaire d'État. La mécanique judiciaire est expéditive. 12 jurés champenois plient l'affaire et le condamnent à mort. Mais ce qui est fascinant, c'est la réaction de Claude, d'une sérénité absolue. Il dîne tranquillement, refuse de se pourvoir en cassation, et quand on vient lui annoncer son exécution, il répond tout bonnement qu'il a bien dormi et qu'il dormira encore mieux la nuit suivante. Imperturbable. Quatrième axe de l'œuvre, et c'est véritablement le cœur du message, l'éducation contre la misère. Cette froideur face à la justice sert en réalité de tremplin pour exposer les vraies causes de la criminalité. Le peuple souffre, ceci est un fait. Avec cette citation coup de poing, le texte déplace toute la responsabilité. Ce n'est plus juste la faute de l'individu, c'est la faute de la misère systémique. Le récit crie haut et fort que la société est malade, et qu'au lieu de chercher un traitement, l'État se contente de prescrire la prison ou la guillotine. Le contraste est frappant. D'un côté, la réalité, la pauvreté,
le désespoir, des prisons punitives où l'homme est réduit à l'état de bête. De l'autre, la solution de Victor Hugo, l'instruction universelle. Donner au peuple une éducation morale, lui apprendre à lire, distribuer des Bibles. L'idée est d'une logique implacable. Si on nourrit les esprits et qu'on détruit la misère par le savoir, eh bien on assèche tout simplement le terreau du crime. Ce qui nous mène tout naturellement à notre 5e et dernier grand thème, l'abolition de la peine. Là, on est dans le combat politique à l'état pur. Le texte démolit point par point les arguments des partisans de la peine de mort du XIXe siècle. D'abord, la vengeance n'est pas la justice. La loi n'a pas à frapper sous le coup de la colère. Ensuite, il pulvérise le mythe de la dissuasion. Couper des têtes en public n'a jamais empêché un seul meurtre. Enfin, le paradoxe ultime, l'État condamne à meurtre en commettant lui-même un acte barbare et sanglant au nom de la loi. Un non-sens absolu. Et le truc incroyable, c'est que l'impact a été immédiat dans le monde réel. Si on regarde cette lettre de juillet 1834, c'est stupéfiant. Un négociant écrit pour demander qu'on imprime assez de copies pour les envoyer à absolument tous les députés de France. C'est la preuve éclatante que cette œuvre a été perçue instantanément comme une arme politique massive, capable de bousculer les consciences et de forcer un changement législatif. Pour clore ce décryptage, gardons en tête cette question vertigineuse, posée par l'auteur juste après le meurtre du directeur. Lequel des deux était la victime de l'autre? C'est une pensée extrêmement provocatrice qui résonne encore aujourd'hui. Elle force à méditer sur la complicité de la société quand, par son indifférence, elle laisse la misère fabriquer les monstres qu'elle s'empresse ensuite de condamner. Voilà de quoi nourrir la réflexion bien au-delà de cette présentation. À très vite pour de nouvelles analyses.